Je venais de rentrer d'un long voyage d'affaires, et quelle ne fut pas ma surprise de trouver ma maison louée. L'argent servira pour le mariage de ta sœur, a dit mon père, tandis que maman hochait la tête. Tu peux louer une chambre pour le moment. Alors, je leur ai tendu un dossier, et quand ils l'ont ouvert, leurs visages sont devenus livides. Mon nom est Antoine. Il y a 6 mois, si vous m'aviez demandé ce que je valorisais le plus au monde, j'aurais répondu sans hésiter, ma maison. Ce n'est pas un manoir, ni un château avec des colonnes de marbre, rien de ce genre. Juste une maison normale, à 2 étages, avec un petit jardin à l'avant, une piscine modeste à l'arrière, et quelques touches qui la rendaient unique, une cheminée que j'avais installée moi-même, une cuisine avec des plans de travail en granit choisis avec soin, et un canapé grand et confortable où je m'affalais pour regarder des films avec mon chien, Philou. Cette maison, elle m'a coûté des années de travail acharné, de nuits tardives au bureau, d'économies sur chaque centime. Je ne suis pas millionnaire, juste un type qui travaille dur et qui, après bien des sacrifices, a réussi à avoir un endroit bien à lui. Un vrai chez moi. Il y a quelques mois, mon patron m'a offert une opportunité que je ne pouvais pas refuser, un projet à l'étranger, loin, très loin de ma ville natale, Bordeaux. C'était un travail important, de ceux qui ouvrent des portes. Ça devait durer 5, peut-être 6 mois. L'idée de quitter ma maison et Philou me rendait un peu anxieux, mais je voyais ça comme un investissement pour mon avenir. Avant de partir, j'ai demandé un service à mes parents, François et Isabelle. Je leur ai donné un double de mes clés et je leur ai demandé de s'occuper de Philou, de le nourrir, de le promener, et de jeter un œil à la maison au passage. Ne t'inquiète pas, mon fils, m'a dit mon père avec cette voix grave qu'il prend toujours quand il veut paraître fiable. Tout ira bien. Ma mère a acquiescé en souriant et m'a serré dans ses bras. Je leur ai fait confiance. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'étaient mes parents. Le projet a été épuisant. Je travaillais 12, parfois 14 heures par jour. Les week-ends, je les passais à vérifier des emails ou à dormir pour récupérer. J'avais à peine le temps de parler à mes parents, mais toutes les 2 semaines, ils m'envoyaient un message disant que Philou allait bien, que la maison était en ordre. Tout sous contrôle, écrivait mon père. Je les croyais. J'imaginais Philou courant dans le jardin, poursuivant sa balle préférée, et cela m'apportait une paix précieuse au milieu du chaos. J'ai terminé le projet plus tôt que prévu, en 5 mois au lieu de 6. J'étais épuisé mais heureux. J'avais fait du bon travail, et mon chef était impressionné. Ils m'ont donné une semaine de repos supplémentaire avant de retourner au bureau, et tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, m'effondrer sur mon lit, ouvrir une bière fraîche et passer la journée entière avec Philou. J'ai acheté un vol de retour sans prévenir personne. Je voulais surprendre mes parents, peut-être les inviter au restaurant pour les remercier d'avoir tout géré. J'ai embarqué avec un sourire, imaginant le moment où j'ouvrirais la porte de ma maison et où Philou viendrait me lécher le visage. Je suis arrivé à l'aéroport à minuit. J'ai pris un taxi, et tandis que le chauffeur roulait dans les rues familières de Bordeaux, je sentais le poids des derniers mois s'évanouir. Quand le taxi s'est arrêté devant ma maison, je suis resté un instant à contempler la façade. C'était là, mon foyer. Les lumières du porche étaient allumées, et tout semblait en ordre. J'ai sorti ma valise, payé le chauffeur et marché vers la porte, les clés en main. J'étais si fatigué que je voulais juste m'écrouler dans mon lit. J'ai inséré la clé dans la serrure, mais elle n'a pas tourné. J'ai froncé les sourcils et réessayé. Rien. J'ai pensé que la clé était peut-être défectueuse ou que la serrure s'était bloquée. J'ai secoué la porte un peu, la poussant de l'épaule, mais elle ne bougeait pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, ai-je murmuré. J'ai commencé à frapper à la porte avec plus de force, pensant que quelque chose était coincé. Soudain, j'ai entendu des pas rapides de l'autre côté, et la porte s'est ouverte d'un coup. Un homme que je ne connaissais pas est sorti comme un taureau, le visage rouge de fureur. Il était grand, avec une barbe hirsute et un vieux t-shirt. « Qu'est-ce que tu fous » a-t-il hurlé en me poussant en arrière. « Fous le camp d'ici avant que j'appelle la police. » Je suis resté paralysé, la clé toujours en main. « Excusez-moi, c'est ma maison. » ai-je dit en essayant de garder mon calme, même si mon cœur commençait à battre plus vite. « Je suis le propriétaire. »« Qui êtes-vous » Le type a ri, mais ce n'était pas un rire aimable. C'était un rire de mépris. « Le propriétaire » Ah. On habite ici, mon pote. On paye le loyer depuis 3 mois.
Si tu ne pars pas tout de suite, tu vas le regretter. Loyer? Le mot m'a frappé comme un coup de poing. Je ne comprenais rien. C'est impossible, ai-je dit en haussant la voix. C'est ma maison. Je n'ai rien loué. Sortez d'ici tout de suite. L'homme n'a pas bougé. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone et a commencé à composer un numéro. Je vais appeler la police. On va voir comment tu vas expliquer ça, voleur. Le mot voleur m'a fait bouillir le sang. Voleur, dans ma propre maison. Avant que je puisse répondre, une femme est sortie par la porte avec un bébé dans les bras. Qu'est-ce qui se passe, Louis, a-t-elle demandé, regardant entre l'homme et moi. Ce type dit qu'il est le propriétaire de la maison, a répondu l'homme sans me quitter des yeux. Il essaie d'entrer de force. La femme a froncé les sourcils. Ça n'a pas de sens. Nous avons signé un contrat. Nous avons payé 1 an d'avance. 1 an d'avance? Ces mots se sont plantés dans ma tête comme un couteau. Je ne pouvais pas y croire. Ma maison, la maison pour laquelle j'avais travaillé toute ma vie, louée? Par qui? J'ai commencé à crier, exigeant qu'il m'explique, mais l'homme, Louis, ne cédait pas. La situation est devenue si tendue que les voisins ont commencé à regarder par les fenêtres. Certains, en sortant leur tête, murmuraient à propos du bistrot du coin et des commérages qui iraient bon train. Finalement, quelqu'un a appelé la police, et en moins de 10 minutes, une voiture de patrouille s'est garée devant ma maison. J'ai tout expliqué aux officiers. Que j'étais le propriétaire, que j'avais été absent pour le travail, que j'avais laissé les clés à mes parents. Mais Louis et sa femme ont montré un contrat de location signé et notarié. Ils avaient des reçus de paiement, des virements bancaires, tout. Le contrat disait qu'ils avaient payé 1 an de loyer d'avance au nom de François et Isabelle. Mes parents. Désolé, monsieur, a dit un des policiers, me regardant avec un mélange de pitié et de méfiance. Tout indique qu'ils ont le droit d'être ici. Le contrat est légal. Si vous avez un problème avec le loyer, vous devez le régler avec les personnes qui ont signé le contrat, pas avec les locataires. Je suis resté sans voix. J'ai regardé ma maison, mon foyer, et j'ai vu cet homme, Louis, les bras croisés devant la porte, comme si j'étais l'intrus. La police m'a demandé de partir, de ne pas causer plus de problèmes. C'est une affaire civile, a dit l'autre officier. Portez ça devant les tribunaux si vous voulez, mais vous ne pouvez pas expulser ces personnes maintenant. J'ai marché jusqu'au taxi, ma valise à la main, sentant que le monde s'écroulait. Je ne pouvais pas le croire. Mes parents avaient loué ma maison dans mon dos. Ma maison, mon refuge, l'endroit que j'avais construit avec tant d'efforts. Et maintenant, un inconnu dormait dans mon lit, utilisait ma piscine, vivait ma vie. Je suis monté dans le taxi et j'ai donné l'adresse de la maison de mes parents. Je ne savais pas ce que j'allais leur dire, mais une chose était sûre, je n'allais pas laisser ça impuni. Quand je suis arrivé chez mes parents, il était presque 1 heure du matin. J'ai sonné avec force, encore et encore, jusqu'à ce que la lumière du porche s'allume. Mon père a ouvert la porte en pyjama, l'air agacé. « Antoine? Qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Tu n'étais pas à l'étranger? » Je n'ai pas répondu. Je suis entré directement, et là, il était, Filou, mon chien, courant vers moi, la queue battant la chamade. Je l'ai serré dans mes bras, sentant un nœud dans la gorge. Au moins, lui allait bien. Ma mère est sortie de la cuisine avec une vieille robe de chambre et m'a regardé, surprise. « Mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'as-tu pas prévenu que tu venais? Pourquoi avez-vous loué ma maison, ai-je lâché sans détour. Ma voix tremblait de rage. Comment osez-vous faire une chose pareille sans ma permission? Un silence pesant s'est installé. Mon père s'est gratté la nuque, regardant le sol. Ma mère a croisé les bras, comme si elle était sur le point de me faire une leçon. Ce n'est pas si grave, Antoine, a dit mon père finalement, d'un ton qui m'a donné envie de le frapper. On avait besoin de l'argent. C'est pour le mariage d'Émilie. Tu sais à quel point ça compte pour elle. Le mariage d'Émilie. Ma sœur cadette, la petite princesse de la famille, avait toujours été le centre de l'attention. Mais ça, c'était trop. Et c'est pour ça que vous avez loué ma maison sans rien me dire? C'est ma maison, papa, ce n'est pas la tienne pour que tu en fasses ce que tu veux. Ma mère est intervenue avec cette voix douce qu'elle utilise quand elle veut calmer les choses, mais qui à ce moment-là ne faisait que m'énerver davantage.
Mon fils, ne sois pas égoïste, ce n'est que pour un an. Tu peux louer une chambre en attendant. Ce n'est pas la fin du monde. Louer une chambre? Sérieusement? Moi qui avais travaillé toute ma vie pour avoir mon propre espace, je devais vivre comme un étudiant parce qu'ils avaient décidé de dépenser mon argent pour le mariage de ma sœur? Avant que je puisse répondre, Émilie est descendue en pyjama, avec un sourire qui m'a soulevé le cœur. Oh, calme-toi, Antoine, a-t-elle dit, comme si elle parlait à un enfant. Tiens, voici ton faire-part de mariage. Remercie que je t'invite, parce qu'avec ton humeur, je préférerais ne pas le faire. Je n'en pouvais plus. J'ai attrapé ma valise, mis la laisse à Philou et je suis parti sans dire un mot. Je n'allais pas discuter avec eux, pas à ce moment-là. Mais en marchant dans la rue, Philou à mes côtés, je savais exactement ce que j'allais faire. Je n'allais pas me laisser marcher sur les pieds. Je n'allais pas les laisser s'en tirer comme ça. Cette même nuit, je suis resté dans un hôtel bon marché près de la place de la Bourse. Je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures à penser, à planifier. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, Maître Dubois, et je lui ai tout raconté, le voyage de travail, les clés laissées à mes parents, le locataire dans ma maison, le contrat de location, l'attitude effrontée de ma famille. Antoine, c'est grave, m'a-t-il dit. Nous pouvons monter un dossier, mais nous avons besoin de preuves solides. Peux-tu obtenir une copie du contrat de location? Toute communication avec tes parents où ils mentionnent la maison ou l'argent serait également utile. Viens me voir demain à 10 heures à mon cabinet. Apporte tout ce que tu as. Je lui ai répondu que j'y serais et je me suis mis au travail. La première chose à faire était de parler à Louis, le locataire. Je ne l'appréciais pas, mais il avait des informations dont j'avais besoin. Je me suis habillé, j'ai nourri Philou et je l'ai laissé dans la chambre d'hôtel avec un jouet pour qu'il ne s'ennuie pas. Puis j'ai pris un taxi pour retourner chez moi. Oui, ma maison. Même si un étranger y vivait, elle restait la mienne, et personne ne me ferait sentir le contraire. Quand je suis arrivé, j'ai sonné avec plus de calme que la veille au soir. Je ne voulais pas une autre bagarre, je voulais juste parler. La porte s'est ouverte, et là, il était, Louis, toujours avec cette sale tête. Qu'est-ce que tu veux encore? A-t-il grogné en croisant les bras. J'ai besoin de te parler, ai-je dit en gardant ma voix ferme. Je ne veux pas de problème, je veux juste comprendre ce qui s'est passé avec ma maison. Louis m'a regardé comme s'il évaluait si ça valait la peine de me parler. Finalement, il a soupiré et a ouvert un peu plus la porte. Entre. Mais ne fais pas de bruit, mon fils dort. Je suis entré, et ce fut comme un coup de poing dans la poitrine. C'était mon salon, mon canapé, ma table basse, mais tout semblait faux. Il y avait des jouets éparpillés par terre, une couverture que je ne reconnaissais pas sur le canapé, et une odeur de cuisine qui n'était pas la mienne. C'était ma maison, mais ce n'était pas la mienne. J'ai ravalé ma rage et je me suis assis sur une chaise. Explique-moi comment tu t'es retrouvé ici, ai-je dit à Louis, droit au but. Il s'est assis en face de moi, toujours les bras croisés. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. J'ai vu une annonce sur Internet il y a 3 mois, maison à louer, bon prix, contrat d'1 an. J'ai parlé avec un type, un certain François, qui a dit qu'il était le propriétaire. On a signé le contrat, payé l'année d'avance, et on a emménagé. Tout est légal. Puis tu arrives la nuit dernière en disant que tu es le propriétaire et tu me donnes presque une crise cardiaque. Je pensais que tu étais un fou qui essayait de cambrioler. Entendre le nom de mon père dans sa bouche m'a fait serrer les poings. François n'est pas le propriétaire. Je suis le propriétaire. Cette maison est à moi. Je n'ai jamais autorisé personne à la louer. Louis a froncé les sourcils. Écoute, mon pote, je ne sais pas ce qui se passe avec ta famille, mais nous, on a payé. J'ai le contrat, les reçus, tout. Si tu as un problème, règle-le avec eux, pas avec nous. J'ai besoin de voir le contrat, ai-je dit. Et toute preuve des paiements que tu as faits. Je ne suis pas contre toi, mais j'ai besoin de récupérer ma maison. Louis a hésité, mais finalement, il est allé dans un tiroir et a sorti un dossier. Tiens. C'est ce qu'on a signé, et les preuves des virements sont dans mes emails. Je peux te les imprimer si tu veux. J'ai feuilleté le contrat. C'était un document standard, mais il y avait bien la signature de mon père, François, en tant que propriétaire.
Il y avait aussi un numéro de compte bancaire à son nom et à celui de ma mère, Isabelle. Les paiements, selon les reçus que Louis m'a montrés, s'élevaient à 12 000 € par mois pendant un an, payés en un seul virement. Cet argent était quelque part, et mes parents l'avaient. Puis-je en garder une copie, ai-je demandé. Louis a haussé les épaules. Prends une photo. Mais je te le dis tout de suite, on ne partira pas. On a payé pour cet endroit, et la police a déjà dit qu'on avait le droit de rester. Je n'ai pas répondu. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris des photos de chaque page du contrat et des reçus. Puis je les remerciai, même si c'était difficile, et je suis parti. En marchant vers le taxi, je sentais un mélange de soulagement et de fureur. Soulagement parce que j'avais maintenant quelque chose de concret, des preuves que je pouvais utiliser. Fureur parce que chaque mot de ce contrat était un coup de poignard de plus de mes parents. Je suis retourné au cabinet de Maître Dubois, avenue de la Grande Armée, à Paris. J'ai étalé les preuves sur son bureau, et nous avons préparé un dossier avec plus de documents à remettre à mes parents. Je suis arrivé chez mes parents en milieu d'après-midi. Philou était avec moi, comme toujours, sa laisse à la main. J'ai sonné et j'ai attendu. Ma mère a ouvert la porte avec une expression de contrariété qui a changé en surprise quand elle m'a vu. « Antoine ? Qu'est-ce que tu fais là » a-t-elle dit en ajustant son tablier. « On est occupé avec les détails du mariage. Ce n'est pas le bon moment. »« Je ne vais pas rester longtemps, » ai-je répondu d'une voix froide. « Je suis juste venu vous donner quelque chose. » Mon père est apparu dans le couloir, en chemise froissée et une bière à la main, comme si le monde entier lui appartenait. « Qu'est-ce que tu veux encore, Antoine ? Encore tes plaintes ? » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sorti le dossier de mon sac à dos et je le leur ai tendu. « Ouvrez-le, » ai-je dit en les regardant dans les yeux. Ma mère a froncé les sourcils mais a pris le dossier. Mon père s'est approché, toujours avec cette attitude de « ce n'est pas grave ». Les deux se sont assis sur le canapé du salon, et je suis resté debout, Philou à mes côtés, observant chaque mouvement. Quand ils ont ouvert le dossier et ont commencé à lire, leurs visages ont changé. D'abord, ce fut la confusion, puis l'incrédulité, et finalement, quelque chose que je n'avais jamais vu chez eux, la peur. Le dossier contenait des documents dans lesquels Antoine exigeait la restitution immédiate de l'argent reçu à ce jour, la résiliation immédiate du bail, attestait qu'il n'avait pas autorisé la location de la propriété, et avertissait qu'en cas de non-résolution immédiate, il engagerait des poursuites judiciaires contre eux. À cela s'ajoutaient des preuves telles que les relevés bancaires des locataires montrant les dépôts de loyer sur le compte de ses parents. Il incluait également des photos du locataire occupant la maison, une copie du contrat de location que le locataire lui avait remis. Et enfin, il stipulait qu'ils avaient 5 jours pour résoudre la situation ou il intenterait une action en justice. Mon père a été le premier à parler, d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que c'est, Antoine ? Tu nous poursuis en justice, nous, tes propres parents. » « Je ne vous poursuis pas encore, » ai-je dit en croisant les bras, toujours. « Mais si vous ne me rendez pas l'argent et ne mettez pas fin au bail dans 5 jours, je le ferai. Tout est là. Les preuves que vous avez loué ma maison sans ma permission, les paiements que vous avez reçus, le faux contrat. Si vous ne respectez pas ça, ça ira devant un tribunal, et je ne pense pas que vous vouliez ça. » Ma mère a laissé tomber le dossier sur la table, les mains tremblantes. « Mon fils, tu ne peux pas faire ça. On n'a plus l'argent. On l'a utilisé pour le mariage d'Émilie. La salle, le traiteur, la robe, tout est payé. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit, sentant un calme froid qui me surprenait. Vous avez pris mon argent, ma maison, mon foyer. Maintenant, vous me le rendez ou vous en subissez les conséquences. » À ce moment-là, Émilie est descendue de l'escalier, dans une robe de mariée à moitié essayée, encore épinglée. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-elle demandé en regardant la scène. Quand elle a vu le dossier, son sourire s'est évanoui. « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est la fin de tes projets si vous ne me rendez pas ce qui est à moi, » ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. « Vous avez dépensé 144 000 € qui ne vous appartenaient pas, remboursez-les ou ça va mal finir. » Émilie a ri, mais c'était un rire nerveux, pas le rire moqueur d'avant. « Tu es fou ? Tu vas ruiner mon mariage pour une stupide maison ? Tu es égoïste. » « Non, Émilie, » ai-je dit en faisant un pas vers elle. « C'est vous qui êtes égoïste. Vous avez pris ce qui était à moi et vous l'avez utilisé pour vos caprices. Maintenant, assumez les conséquences. »
Je suis sorti de la maison sans rien dire de plus, Philou trottant à mes côtés. En marchant dans la rue, je sentais mon cœur battre fort, mais ce n'était pas de la peur, c'était du pouvoir. Pour la première fois, je sentais que j'avais le contrôle. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma tante Claire, la sœur de ma mère. Sa voix était différente, brisée, comme si elle avait pleuré. « Antoine, s'il te plaît, parlons-en. Nous ne pouvons pas te rendre l'argent maintenant. Tout est dépensé. Mais après le mariage, dans un mois, nous te le rembourserons. Ne gâche pas ça pour ta sœur. » J'ai ri, même s'il n'y avait rien de drôle dans la situation. « Non, maman, il n'y a plus de temps. Je vous ai donné 5 jours. Il vous en reste 3. Si vous ne respectez pas ça, mon avocat s'en charge. Antoine, s'il te plaît, je t'en supplie. Nous sommes ta famille. » La famille ne trahit pas comme ça, ai-je dit et j'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Une partie de moi voulait croire qu'ils allaient revenir à la raison, qu'ils trouveraient un moyen de régler ça, mais au fond, je savais qu'ils ne le feraient pas. Ils étaient allés trop loin, et maintenant, ils étaient pris à leur propre piège. Le 5e jour est arrivé. Je me suis levé tôt, j'ai mis une chemise propre et j'ai pris un taxi pour la maison de mes parents, à Lyon. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être aurait-il réussi à réunir l'argent d'une manière ou d'une autre, ou peut-être m'attendrait-il avec plus d'excuses. Mais quand je suis arrivé, ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. La maison était presque vide. La porte principale était ouverte, et depuis la rue, je pouvais voir qu'il n'y avait pas de meubles dans le salon. Ni le grand canapé où mon père regardait le rugby, ni la table de la salle à manger, ni la télévision grand écran dont il se vantait tant. Je suis entré avec Philou à mes côtés, et le silence était assourdissant. Dans la cuisine, il ne restait qu'une vieille chaise, de celles que personne n'utilise. Je suis monté à l'étage, et les chambres étaient pareilles. Les matelas avaient disparu, les armoires étaient vides, même les rideaux avaient été arrachés. J'ai trouvé mes parents dans le jardin, assis par terre, l'air abattu. Émilie était là aussi, les yeux rouges à force de pleurer. Devant eux, il y avait un sac en plastique avec des liasses de billets. Mon père m'a regardé, mais il n'y avait pas de défi dans ses yeux, juste de la fatigue. « Tiens, ton foutu argent », a-t-il dit en poussant le sac vers moi. « Prends-le et va-t'en. » J'ai compté les billets. C'était exactement 144 000 €. « Comment avez-vous fait ?» ai-je demandé, bien que je puisse déjà l'imaginer. « On a tout vendu », a dit ma mère d'une voix brisée. La voiture, les meubles, la télé, tout. La robe d'Émilie, on l'a vendue à moitié prix pour récupérer l'argent rapidement. La salle et le traiteur ne nous ont rien remboursé, alors il a fallu vendre ce qui restait. Tu es content maintenant? J'ai ramassé le sac avec l'argent et je me suis retourné. Émilie m'a crié en partant, tu es jaloux. Tu as tout ruiné pour ta stupide maison. Je ne me suis pas arrêté. Je suis sorti de là avec Philou, et en marchant dans la rue, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours, du soulagement. Le processus pour récupérer ma maison n'a pas été aussi simple que je l'espérais. Je suis allé parler à Louis et à sa femme cet après-midi-là. Je leur ai expliqué la situation, je leur ai montré la lettre que mes parents avaient signée, mettant fin au contrat. Ils n'étaient pas contents, et je ne les blâme pas. Ils avaient payé pour 1 an et maintenant ils devaient déménager. Je leur ai remboursé 9 000 € sur les 12 000 qui correspondaient aux 9 mois qu'ils n'utiliseraient pas. J'ai aussi dû payer une amende de 1 500 € pour rupture de contrat, car le document que mes parents avaient signé n'était pas entièrement clair. J'ai dépensé presque tout l'argent qu'ils m'avaient donné, mais ça en valait la peine. Louis et sa famille ont déménagé la semaine suivante. Quand je suis entré dans ma maison, j'ai ressenti un mélange de joie et de tristesse. J'étais de retour, mais elle n'était pas intacte. Le lit avait des taches, le canapé était usé, et la piscine avait une couche de saleté qui prendrait des jours à nettoyer, mais c'était la mienne. Philou a couru dans le jardin, poursuivant sa balle préférée, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri pour de vrai. J'ai passé les jours suivants à réaménager la maison. J'ai repeint les murs, nettoyé la piscine, acheté un nouveau matelas. Chaque petit changement était comme récupérer une partie de moi-même. Ce n'était pas juste une maison. C'était mon foyer, l'endroit que j'avais construit avec mes efforts, et personne ne me l'enlèverait plus jamais. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message de ma tante Claire.
Elle m'a dit qu'Émilie s'était mariée, mais pas dans le somptueux salon qu'ils avaient prévu. Ils l'ont fait dans leur jardin, avec une cérémonie simple, sans traiteur ni robe chère. C'était beau à sa manière, a écrit Claire. Mais tes parents sont anéantis. Ils n'ont plus rien, Antoine. Tu ne crois pas que tu as été trop dur? Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je n'avais rien à dire. Mes parents et Émilie avaient pris leurs décisions, et j'avais pris les miennes. Je ne ressentais aucune culpabilité, mais pas de joie non plus. Juste de la paix. Je n'ai plus jamais parlé avec eux. Je ne suis pas allé au mariage. Je n'ai pas répondu à leurs appels. Je n'ai pas répondu à leurs messages. J'ai enterré cette partie de ma vie et j'ai continué. Philou et moi sommes revenus à notre routine. Des soirées cinéma sur le canapé, des promenades dans le parc, des après-midi à la piscine. Ma maison n'était pas parfaite, mais elle était la mienne, et c'était suffisant. Parfois, quand je suis assis dans le jardin, Philou à mes côtés, je pense à ce qui s'est passé. Je ne regrette rien. J'ai fait ce que j'avais à faire pour protéger ce qui était à moi. Et si quelqu'un me demande si ça en valait la peine, je regarde simplement ma maison, mon foyer, et je sais que la réponse est oui.